Alors le point de départ, une longue histoire hein, qui a commencé un jour à la boîte de production qui produit mes films. Nicolas, qui est le frère de mon producteur, qui partage les locaux de la boîte quand il est à Paris. Et le reste de l'année, il vit dans ce village de Kuchlerswijk, qui est un des villages les plus excentrés du Groenland. Et donc un matin, il me dit qu'il a réussi à trouver de l'argent pour faire venir deux de ses meilleurs amis, Oli et Adam, chasseurs d'ours, pêcheurs, n'ayant jamais quitté leur village, les Kuchlerswijk. Et en gros, ils arrivent dans 3 semaines. Et ils me proposent de garder une trace de ce séjour d'Oli et Adam en France. Et je lui dis que je me sens pas légitime de faire un documentaire, mais pourquoi pas, parce que ça rejoignait des préoccupations que j'avais de réalisateur. Pourquoi pas faire un film de fiction de cette venue de deux personnages réels pendant leur séjour. Et il me laisse total carte blanche, on me dit bien sûr tu fais ce que tu veux. Donc 3 semaines après ils arrivent, on n'a pas le temps de trouver des financements, de monter des dossiers pour trouver de l'argent, donc on fait un appel à dons sur internet, avec le producteur, on récolte une petite somme qui nous permet de payer un peu, de payer les gens, de louer du matériel. Et bon, ça c'était pour la partie production. Et moi j'ai la conviction que pour faire un film de fiction, je ne peux pas simplement filmer Oli et Adam, et que j'ai besoin d'alliés et de comédiens et de gens avec qui faire le film. Et donc là j'ai l'idée de faire appel à Thomas Blanchard et Thomas Simeka, qui avaient encore jamais travaillé ensemble, mais avec le sentiment qu'il y avait un duo comique là possible. Et donc je leur propose le projet, ils acceptent, et en leur disant on va faire un film, vous allez être les hôtes d'Oli et Adam pendant ce séjour. Et voilà, et donc j'écris en fait le film à partir de cette trinité là, en fait, comme un parcours à 3 étapes. Bon, et le film, ils arrivent et on se lance dans ce tournage-là qui dure 7 jours, je crois. Et c'est une expérience incroyable, humaine, mais aussi de cinéma. Et à la fin du film, au moment où ils vont partir, Oli et Adam, c'est une scène qui se passe sur une bouche de métro à Paris. Ils vont partir vers l'aéroport pour repartir au Groenland. Et là, Oli et Adam proposent aux deux Thomas de venir, les invite à Kuchlerswijk. Et donc là on se dit, deuxième appel comme ça d'un projet encore plus fou, qui serait cette fois de faire un long métrage là-bas. Et donc 2 ans plus tard, on réussit à trouver des financements et la motivation et l'envie de partir là-bas, et on part tourner ce film-là. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. C'était vraiment avec ce précédent d'Inupiluk qu'est né ce projet. Alors ça n'a pas été... oui, ça a été un enfer, mais qui s'est révélé être un enfer un peu presque par accident. Parce qu'évidemment, on s'était renseigné sur le matériel par rapport au froid, comment les caméras allaient résister. Et donc on avait choisi une caméra qui est plutôt une caméra documentaire, mais moi je voulais une caméra malgré tout où on pouvait vraiment travailler l'image en étalonnage, en post-production. On a une caméra super qui s'appelle l'Amira, donc qui résistait a priori au froid. Mais malgré ça, on avait fait, ça fait souvent rire les gens, on avait fait des tests chez Picard. Donc j'avais enfermé mon chef opérateur et son assistant et le matériel dans des congélateurs Picard à moins 30. Et voilà, ils sont sortis plutôt en forme. Donc on s'est dit c'est bon, ça résiste, on part. Donc ça c'était pour la question vraiment technique. Après ce qui est assez marrant, enfin plus ou moins marrant, mais moi j'avais prévu de travailler avec pas beaucoup de matériel, mais parce qu'on était une petite équipe, mais quand même pas mal de matériel de lumière. Et en fait donc pour aller au Groenland il faut 4 avions, dans ce village 4 avions et un hélicoptère. C'est un voyage de 5 jours au minimum, parce qu'il y a des étapes. Et quand on est parti tourner le film, juste avant il y avait eu des tempêtes au Groenland, et c'était un peu le bordel dans les approvisionnements de matériel et de vivres. Donc en fait le matériel s'est retrouvé bloqué et dispersé aux 4 coins du Groenland. Alors par chance on était parti avec le film s'est fait avec 2 caméras et le matériel son pendant
pendant le voyage pour tourner des choses. Et heureusement, parce qu'en fait le matériel n'est jamais arrivé et on n'a jamais pu avoir accès à ce matériel-là. Donc en fait j'ai fait ce film-là, presque, j'aime bien dire ça, presque comme aux origines du cinéma, c'est-à-dire avec une caméra, enfin deux caméras en l'occurrence, et du matériel son, et le soleil et de la neige, quoi. Et c'était une bénédiction en fait, cette contrainte, parce que je pense qu'on aurait été assez embarrassé en réalité d'une installation qui allait nous faire prendre du temps, et que ça correspondait, je crois, à la façon dont je voulais faire ce film au final, c'est-à-dire de pouvoir tourner rapidement, d'être dans un minimalisme en fait, dans une radicalité aussi de mise en scène. Et voilà, donc ça a été, voilà, par rapport aux difficultés, ça a été, je pense qu'aussi on a eu moins de difficultés quelque part du fait de ce manque de matériel. Il fallait trouver des solutions tout le temps, et les solutions, elles étaient très, très simples à trouver, bizarrement, dans un décor comme celui-ci, parce que tout était, chaque endroit où on se mettait pour tourner une scène devenait un plan, quoi, de cinéma, et donc je dis souvent que c'était presque plus facile de découper, c'est un film extrêmement découpé, de découper dans ces décors-là que de découper dans une ville comme Paris ou n'importe quelle autre ville. Voilà, c'était enfin, et c'était aussi comme un décor, comme une page blanche dans laquelle les personnages pouvaient, où je pouvais vraiment pousser, et où les comédiens aussi pouvaient aller dans des choses assez. On pouvait pousser les curseurs assez loin dans le jeu, par exemple, dans le rapport à la comédie, dans le rapport aussi à l'émotion. Il y avait quelque chose de presque plus facile, quoi. Moi, je les considère vraiment comme des comédiens. Ils se sont vraiment, certes, ils jouent leur propre rôle, mais ils se sont complètement investis dans cette, cette mission. Ils se sont tellement investis que j'aime bien raconter cette anecdote aussi, que, par exemple, donc moi j'avais écrit le scénario en grande partie, enfin, complètement à Paris, à partir des témoignages d'entretiens menés avec Nicolas, en lui demandant de parler du maximum de choses sur les habitants de ce village, leurs traditions, le rapport à la chasse, à la mort, cette histoire. J'apprends beaucoup de choses aussi en discutant avec Nicolas, genre la question du suicide adolescent, tout ça. Donc je me dis ça, il faut que ça soit dans mon film. Et voilà, et en même temps, je lui demande aussi de me parler des personnages qui pourront devenir des personnages de fiction dans mon film, donc des personnages réels. Donc il m'en parle, et moi j'écris en me disant, Oli, Adam, je les connaissais déjà, mais Mathia, le vieux monsieur, il va être dans cette scène, il va jouer son propre rôle, bon, tout ça. Et puis vient ce personnage, donc dans nos discussions de chasseur d'ours, de star du village. Et donc là, il me dit, Nicolas, ça sera Pita, qui est le meilleur chasseur d'ours du village, la star totale que tout le monde respecte et admire, parce qu'il revient toujours avec plein d'ours dans sa besace. Et donc je dis très bien. Et une semaine avant de partir là-bas, Nicolas m'apprend que Pita est malade et va pas pouvoir faire le film parce qu'il faut qu'il soit répatrié à Upernavik, le village à 1h30 d'hélicoptère. Et donc il me dit, mais pourquoi pas, je pense à quelqu'un d'autre qui s'appelle Martika. Et donc je dis très bien, on rencontrera Martika en arrivant. Et là je rencontre Martika en arrivant, et il me fait, Martika, donc il joue effectivement dans le film le chasseur, et il me fait ce truc incroyable de visage qui change, à moi qui me fait penser à Kitano par exemple, ou à un truc très... Et je lui dis, super, ça va être lui, les chasseurs. Et donc là, il y a la rumeur dans le village, il dit, c'est Martika qui va jouer le rôle de Pita, qui va prendre incarner le plus grand chasseur d'ours du village. Et là, tout le monde est devenu totalement jaloux, en disant, mais c'est pas possible, Martika, il a tué, il est nul, il a tué un ours une fois, ça lui est arrivé par accident. Et en fait, voilà, tout ça pour dire l'implication qu'ils avaient dans le fait de rendre au mieux compte du réel et de ce qu'est leur vie, quoi. Donc quand je dis qu'ils jouaient leur propre rôle, c'était vraiment dans cette implication-là totale, quoi. Et en fait, on a répondu assez simplement à cette question, c'est qu'il était prévu sur le temps du tournage qu'il y a un moment où on partait en petite équipe, en équipe réduite, donc pour le coup exactement en équipe, dans une structure de documentaire, et qu'on allait suivre Oli, Adam, Martika, comme ils vont presque quotidiennement à la chasse. Et donc on s'est mis dans cette position-là de les regarder de loin et de filmer la mort de l'animal.
Et après, l'idée, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est ça c'était le chant, on a filmé le contre-chant qui était l'approche, et on a fait une mise en scène vraiment donc on a mélangé et pour moi c'est très important ça, c'est très symptomatique de ce qu'a été le film, c'est-à-dire un mélange entre un chant qui était le réel et un contre-chant qui était du cinéma de la fiction pure, et le mélange a créé la scène, quoi. Mais voilà, et ça c'était une méthode qu'on a utilisée même dans les relations des Thomas avec les Inuits. C'est-à-dire, oui, pour répondre à ta question sur le fait que si c'était écrit, c'était un scénario extrêmement écrit. Mais quand je dis que c'était extrêmement écrit, c'était que chaque scène, on savait exactement comment elle débutait, comment elle finissait. On savait l'enjeu de la scène précisément. Toutes les scènes entre les Thomas étaient extrêmement écrites. Après, les scènes qui mélangeaient les Thomas et les villageois, elle était écrite, elle était expliquée, et on l'a retravaillée avec eux jusqu'à ce qu'ils intègrent, voilà, ils disent les choses avec leurs propres mots. Et on travaillait la scène, les Thomas réagissaient à partir de ce que je traduisais, de ce que disaient les Inuits, et voilà, donc il y avait un travail d'écriture, de seconde écriture sur le plateau. Mais en tout cas, c'était en aucun cas, parce que moi j'aime pas utiliser ce terme, en tout cas pour mes films, c'était en aucun cas de l'improvisation, voilà, c'était un nouveau travail d'écriture sur le plateau. Bah, il y a forcément oui, il y a forcément soi, parce que c'est sûr qu'il y a le prénom, le fait d'être comédien, mais enfin, ce qui est particulier, c'est vrai, c'est que on a le fait qu'il y ait eu le film Quand on aura au Groenland, et Sébastien l'a écrit quand même en pensant à nous, en nous connaissant bien, et aussi par nos discussions. Mais je pense qu'on est rentrés tous les trois dès Inupiluk dans comment dire, une idée de ces personnages-là, un espèce de cadre de fantasme aussi, de duo comique et de genre de comédie, aussi de ton de comédie, je pense assez inspiré, voilà, par exemple à Pato, ou bon, voilà, un peu pas des modèles, mais enfin des références communes. Et puis après, ça s'est affiné au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est assez unique en fait, parce qu'en général, quand on nous propose un rôle, ben, le rôle il est écrit et on va vers ce rôle en allant remplir, colorier le personnage, ou le nourrir, ou je sais pas quoi, ou s'intégrer à ça, à l'histoire. Là, il y a une part de nous qui est presque à la base là, et après, je sais pas comment dire, à chaque fois qu'on est parti dans les tournages, soit d'Inupiluk, soit de le film Qu'on tournera, ou du voyage, il y avait comme un mode, un déclic qui nous mettait dans une humeur en fait. On rentrait dans une certaine humeur à trois, je crois, parce qu'en fait c'est à la fois avec Thomas, mais c'est en fait vraiment sous le regard de Sébastien que ça se fait. Et on sait quand c'est juste et on sait quand c'est faux en fait. J'ai l'impression qu'à trois on le discerne assez bien. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses de nous qu'on utilise, mais en fait je dirais peut-être pas plus que dans d'autres films où les rôles sont finalement très éloignés de nous. Parce qu'en même temps, oui, c'est l'imaginaire qui est au travail en fait. Et c'est vrai qu'en même temps, on les connaît de manière assez intime, assez particulière, ces personnages-là. Et c'est vrai qu'il y a aussi des limites, et une frontière un peu bizarre, mais qu'on comprend bien tous les trois, et qui s'est faite au fur et à mesure. Oui, complètement. Moi, je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus dans le cinéma actuellement. Pas que dans le cinéma, dans la littérature aussi. Bon, dans le cinéma, on appelle ça dramédie, quoi, en fait. Une espèce de mix assez improbable. Enfin, d'au-delà de la comédie, un petit peu. De revendiquer le fait qu'une comédie, ça peut parfois aborder des zones beaucoup plus sombres, beaucoup plus mélancoliques. Donc ça, c'était vraiment presque dans la première idée, la première impulsion de ce projet, de parler, donc effectivement de faire une comédie, mais aussi de parler de l'amitié, de comment on continue à être amis au bout de 10 ans, comment on renouvelle l'amitié, comment on la met en danger, et cette question de rapport entre un père et un fils qui
qui ne se parlent presque plus, qui ne se voient presque plus, et pour autant, voilà, qui vont en venir voilà, à se comprendre sans en passer forcément par les mots, comment dire, dans une revendication d'une forme de pudeur, comme étant presque l'endroit le plus exact pour dire à l'autre qu'on l'aime, quoi, en fait, vraiment. Donc c'était très présent dans le projet dès le départ, quoi, de pouvoir glisser vers ça en cours de route, quoi.